Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous avez entendu parler de Joseph de Villèle, un homme ultra-royaliste, tout à fait opposé à toute forme de libéralisme. Un libéralisme dont avait un peu fait preuve le roi Louis XVIII. Eh bien, Villèle est en train de connaître une ascension fulgurante. Il faut dire que les ultras, les partisans d'une monarchie absolue, comme si la révolution n'avait pas eu lieu, sont les hommes forts du Parlement et que le roi n'a d'autre choix, le roi Louis XVIII, que de nommer Villèle président du Conseil en septembre 1822. Il y a eu quelque temps avant, 1820, l'assassinat du duc de Berry et forcément ça a eu tendance à radicaliser un peu les positions. Villèle ne s'est pas fait seulement des amis dans cette ascension, il a même face à lui un adversaire en la personne de Chateaubriand. Il faut vous dire que Villèle a convaincu le roi de destituer Chateaubriand de son ministère des Affaires étrangères. Inutile de vous dire que ça lui a pas fait plaisir à Chateaubriand qui est entré dans une espèce d'opposition. Or, dans cette lutte-là, il peut compter sur un journal dans lequel il sévit depuis quelques années déjà, le journal des débats politiques et littéraire qu'on appelle le plus habituellement le journal des débats ou même simplement les débats et qui est tenu d'une main de maître par un homme à poigne, Bertin l'Aîné, Louis-François Bertin, qu'on appelle Bertin l'Aîné pour le distinguer de son petit frère qui, entre parenthèses, s'appelle lui aussi Louis-François. C'est un peu inouï d'avoir les deux mêmes prénoms pour deux frères. Bref. Bataille rangée qui s'organise dans les colonnes du journal contre Villèle et lors d'une rencontre avec ce dernier, Bertin lui lance « J'ai renversé le ministère de Cazes, je vous renverserai ». Vous imaginez, entre parenthèses, incroyable qu'un journaliste s'adresse dans ces termes à l'époque au président du Conseil qui répond « Cela est possible, mais vous serez forcé dans ce cas de devenir révolutionnaire ». C'est bien ça la question, en fait. Et c'est vrai que le journal des débats, qui s'est toujours montré parfaitement royaliste, mais d'un royalisme modéré, va devoir, s'il veut s'opposer au ministère en place, aller plus loin dans la contestation. Bertin l'Aîné estime être en droit de lancer cette réplique au chef du gouvernement parce que il est devenu le premier grand patron de presse français, disons les choses, et mieux encore, les historiens de la presse s'accordent à dire qu'il est le fondateur de la presse d'opinion, ce qu'on appellera le quatrième pouvoir, vous savez. Il s'est forgé un véritable empire, quand bien même ce mot ne lui a jamais inspiré confiance, évidemment. Il se sent légitime à attaquer directement le chef du gouvernement Villèle. On attribue souvent à Théophraste Renaudot la naissance de la presse en France. Vous savez, Théophraste Renaudot, originaire de Châtellerault, qui avait créé la première gazette. Mais c'est sous Bertin l'Aîné que la presse va faire sa révolution et va devenir un véritable pouvoir, va devenir un véritable acteur de la vie politique française. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour connaître Bertin, il faut se plonger dans une période où la liberté de la presse n'a pas été une évidence. Ça a été chèrement conquis, tout ça, au prix de toutes sortes de batailles politiques, mondaines aussi. C'est connaître une époque à la croisée de plusieurs destins, républicains, bonapartistes, royalistes, bien sûr. Faut pas oublier que la Révolution a tout bousculé et qu'on a créé des partis. C'est se replonger aussi dans une vie bouillonnante sur le plan des idées qui a permis de faire émerger parmi les plus grands écrivains journalistes que le pays ait connus. On se bat par la plume à l'époque. C'est grâce à Jean-Paul Clément, historien du droit, qui lui a consacré toute une biographie en 2018, qu'on connaît mieux maintenant l'héritage de celui qu'on appelle l'homme journal. Aux origines du journal des débats, il y a donc non seulement Bertin l'Aîné, mais son petit frère dont je vous parlais, Bertin de Vaux. Ils ont tous les deux grandi dans un endroit extraordinaire. Ils ont grandi à Chanteloup, figurez-vous, près d'Amboise, dans le somptueux domaine du duc de Choiseul, ancien grand ministre de Louis XV, qui avait été disgracié, qui régnait en grand seigneur sur ce domaine. Il faut vous dire que le père de nos deux Bertins était le secrétaire du duc de Choiseul. Donc ils ont vécu là dans ce qui a été un foyer d'opposition à Louis XV, qui a ensuite été un endroit particulièrement gracieux pendant le règne de Louis XVI, le comte d'Artois, le petit frère de Louis XVI, avait ses habitudes. L'âme principale du domaine, c'est l'abbé Barthélemy, qui, dit-on, a tant échauffé l'imagination de Chateaubriand.
Il est à l'origine de la grande bibliothèque de Chanteloup, dans laquelle on retrouve les livres les plus extraordinaires, les plus précieux du moment, avec aussi des gravures avec des médailles. Vous connaissez le goût de Choiseul pour tout ce qui est fastueux. L'abbé Barthélemy s'impose comme le précepteur des frères Bertin. Vous imaginez qu'ils ont été à la meilleure école qu'on puisse imaginer. Alors, dans un premier temps, ils ont été plutôt enthousiasmés par la prise de la Bastille, etc. Enfin, en tout cas, par les idées de la Révolution. Bon, la prise de la Bastille, c'était l'extrême limite. Et puis ensuite, il y a eu les massacres de septembre, et puis le tribunal révolutionnaire, etc. et la Convention avec sa terreur. Et là, évidemment, les Bertin n'étaient plus du tout d'accord. Bertin l'aîné, si vous me permettez de l'appeler ainsi, puisque si je dis Louis-François, on ne saura pas lequel des deux frères je désigne, Bertin l'aîné a fait ses armes dans 2 feuilles qui vilipendaient les Jacobins, ce qui lui a attiré la foudre des sans-culottes, ce qui a fait de lui une cible désignée. Il était né en 66, vous voyez, ce qui veut dire que sous le Directoire en 96, il a déjà 30 ans. Hein. Pour lui, la France a besoin d'une monarchie constitutionnelle. C'est exactement la ligne qui va suivre et qui va développer constamment. Alors à l'époque, on est au début de la presse, hein, on parle de feuilles d'ailleurs, hein, parce qu'il y a pas, les journaux ne font qu'une feuille généralement, ou alors une double feuille qu'on replie, ce qui fait 4 feuillets si vous voulez. Malgré tout, Bertin l'aîné et son frère, donc Bertin de Vaux, vont commencer à se forger une réputation. On commence à parler de leur esprit brillant, de leur capacité à attirer autour d'eux des hommes politiques de qualité, mais aussi des hommes de lettres, des artistes. Seuls leurs écrits fondent ce qui est une notoriété encore un petit peu chancelante, il faut bien le dire. Ils vont faire un pas de plus dans ce qu'on pourrait appeler le tout Paris, en créant l'Écho de Paris, qui va devenir l'Éclair. On a bien compris que la ligne, elle est tout à fait déterminée. C'est défendre une idée de monarchie constitutionnelle contre ce que le jacobinisme est en train de vouloir imposer, même lorsque c'est un général qui s'appelle Bonaparte qui prend le pouvoir en France. Bertin l'aîné acquiert le journal des débats et va devenir bien sûr son directeur après le coup d'État du 18 Brumaire. Donc déjà dans un régime que Bonaparte est en train de mettre en coupe réglée. Et aux premières allures, le journal du débat n'est pas grand-chose. Hein. C'est une feuille justement. Qu'est-ce qu'on note là-dedans ? Ce sont un peu les procès-verbaux des débats qui se tiennent à l'Assemblée nationale. Le titre, c'est même le journal des débats et des décrets. C'est pas le journal officiel, bien sûr, mais c'est un moyen de se tenir au courant de l'évolution de la vie politique du pays. Et peu à peu, bien sûr, le journal va s'épaissir. On va commencer à s'intéresser aux actualités avec un petit peu plus de profondeur. On va donner des articles sur les représentations théâtrales, sur les grands concerts. Tout ça, évidemment, va attirer un nouveau public et va faire du journal du débat un peu une référence. D'autant plus que quand Bonaparte est donc premier consul, une de ses premières décisions, c'est de rétablir la censure, de supprimer un grand nombre de journaux. Entre parenthèses, il supprime le fameux L'Éclair qui avait été créé par les frères Bertin. Le 21 janvier 1800, les Bertin prennent possession du journal des débats et décrets qui va adopter une ligne prudente. On soutient vaguement le royalisme, fort peu le libéralisme. Vous voyez bien qu'on est dans l'opposition au premier consul, mais une opposition qui se présente sous des dehors très agréables, très discrets, disons. C'est encore trop pour les autorités. Hein. Fouché va faire de ce journal l'ennemi public numéro 1. Et pour tenter de dissiper les craintes, le journal va devoir bâtir une petite société de critiques dont le but est d'évoquer le plus souvent les vers et la prose. On parle de Racine et de Boileau, ça mange pas de pain. On évoque très peu l'actualité brûlante. On ne parle pas du gouvernement, on parle peu des batailles. On évite soigneusement d'évoquer Napoléon ou l'empereur d'Autriche. Et le journal va, je vous l'ai dit, gagner peu à peu des lecteurs. Il est prisé par les élites. Ça devient un petit peu le point de ralliement des grands salons parisiens, si vous voulez. À l'époque, il n'y a pas de journalisme d'investigation, bien sûr. Hein. Quand on fait un article de fond, c'est plutôt un article de critique sur des questions littéraires ou philosophiques. Et malgré toute cette prudence, le
patron, si je puis dire, Napoléon, qui est devenu l'empereur Napoléon Ier, n'est pas dupe. Il est extrêmement bien renseigné par sa police, vous savez. Il sait que dans cette rédaction se cachent des partisans de la monarchie. Il estime que la seule personne qui soit capable de donner le là en matière d'opinion en France, c'est lui et personne d'autre. Enfin, je ne vais pas vous faire un portrait de Napoléon. Donc on va créer un bureau de presse pour contrôler la solidité des sentiments patriotiques et des journalistes. Et en filigrane, l'idée, c'est de surveiller les prises de position des uns et des autres. Et quand le journal des débats fait paraître un bref du pape, immédiatement la sanction tombe, on interdit sa vente, plus de circulation du journal. Et les alertes vont comme ça se multiplier jusqu'à ce que Bertin l'Aîné soit carrément accusé de conspiration royaliste, d'avoir échangé avec des puissances étrangères. Il est accusé d'avoir voulu éditer l'ouvrage de Madame de Staël, vous savez, qui s'opposait tellement à Napoléon. L'ouvrage s'appelle « De l'Allemagne ». Bref, on l'enferme. Il est maintenant sous les verrous à la prison du Temple, Bertin l'Aîné, et il va être bientôt condamné à l'exil. Et son petit frère, par tous les moyens, essaie de faire entendre de raison aux autorités. Il explique que son frère est innocent. Rien n'y fait. Le pouvoir de la presse est en train d'essayer de se frayer un chemin, mais c'est très difficile tant que le premier consul, qui va donc devenir l'empereur, est là, qui veille au grain. Le journal va quand même survivre à l'exil de son patron, entre parenthèses, à l'île d'Elbe, ça ne s'invente pas. C'est donc le cadet qui gère tout ça, qui fait ce qu'il peut. Pendant ce temps-là, Bertin va réussir à obtenir la permission de se rendre sur le continent, à Florence. Il a de faux passeports ensuite qui lui permettent de continuer à voyager en Italie jusqu'à Rome. Et à Rome, il va, vous me voyez venir là, il va rencontrer Chateaubriand, bien sûr. Et de cette rencontre va naître d'abord une grande estime réciproque et puis une véritable amitié qui durera 40 ans et qui va le propulser encore un peu plus sur le devant de la scène. Ces deux amis ne se quittent quasiment plus. Ils voyagent à travers l'Italie comme des touristes, comme on disait déjà à l'époque. La police française ne s'inquiète même plus de savoir où est passé Bertin. Et voilà comment Chateaubriand va aider Bertin à rentrer en France. Il fait un passeport un peu trafiqué, il faut bien le dire, qui est signé par lui, Chateaubriand. Et quand Bertin est de retour à Paris, il commence par se réfugier. Il vit caché. Alors dans un premier temps, il est pas mal en province, dans sa propriété des Roches, à Bièvre, dans l'Essonne. Il a acquis cette propriété en 1804. Et ce n'est qu'après quelques mois qu'il va refaire son apparition rue des Prêtres à Paris. Il se trouve maintenant dans les bureaux du journal du débat, qui est toujours très lu. C'est ça qu'il faut bien noter. Bertin de Vaux a fait son travail. Et Bertin l'Aîné reprend son rôle de directeur de la rédaction. Il veille à tout. Il corrige les articles, y compris ceux de Chateaubriand d'ailleurs, qui est devenu une plume régulière de ce journal. Les journalistes, à l'époque, sont pas très nombreux, il faut bien le dire. Ils sont très talentueux aussi. Le journal connaît de nouvelles turbulences. Il essaie de flatter l'empereur, mais et d'ailleurs on va l'appeler le journal de l'Empire. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de liberté possible tant que Napoléon est au pouvoir. Tout le monde se dit que néanmoins les choses vont tourner un jour. On va nommer d'autres directeurs. Bertin n'a plus que le contrôle financier. Il a du mal il peut plus avoir de contrôle sur la ligne du journal, ou alors très indirect seulement. Et en 1811, malgré toutes les résistances possibles et imaginables, malgré les changements de ton, de ligne, le journal est confisqué, sa propriété est réunie au domaine de l'État sans indemnité, vous imaginez, fin de l'aventure, la fortune de Bertin l'Aîné en prend un sacré coup, le journal de l'Empire devient en quelque sorte le journal officiel du régime, mais attendez, il n'a pas dit tout à fait son dernier mot, ce grand journaliste et cet homme de conviction. À la chute de l'Empire, inutile de vous dire que Bertin se précipite au siège des débats, toujours rue des Prêtres. Il reprend possession de son journal, c'est régularisé par un acte officiel quelques jours après. Il fait changer bien sûr le titre, alors ça devient maintenant le journal des débats politiques et littéraires. Et avant même que Napoléon ait signé son acte d'abdication, ça y est, la nouvelle formule sort d'imprimerie et cette fois le ton est donné. Il s'agit d'abattre l'héritage napoléonien et d'exalter le retour des Bourbons, de la vraie légitimité, d'une certaine idée, d'une monarchie constitutionnelle si l'on veut. En tout cas, le roi a donné une charte.
Donc on peut parler de monarchie constitutionnelle, ce qui fait très plaisir aux rédacteurs des débats. Et la liberté de la presse est reconnue, l'essor du journalisme peut reprendre. C'est une joie de courte durée parce que vous connaissez l'histoire. Napoléon va revenir de l'île d'Elbe, reprendre le pouvoir. Il retransforme le journal en journal de l'Empire. Bon, que fait Bertin ? Il suit Louis XVIII à Gand, qu'est-ce que vous voulez ? Il va fonder d'ailleurs là-bas le Moniteur de Gand, où l'on retrouve le manifeste des puissances européennes contre Bonaparte. Le dernier numéro sera un hymne à la victoire de Waterloo. Et oui, parce que, évidemment, pour les partisans de Louis XVIII, Waterloo est une victoire, il ne faudrait pas l'oublier. C'est une défaite pour la France en général, mais c'est une victoire pour le régime, ce qui permet au journal des débats de retrouver son lustre. Il va devenir le journal important de la Restauration, avec Chateaubriand, bien sûr, qui tire les ficelles. Alors, est-ce qu'il faut soutenir les ultras ? Est-ce qu'il faut soutenir les modérés dans le gouvernement ? Au final, on va dire que le journal adopte la position du juste milieu, partisan d'un royalisme assez ouvert tout de même aux idées libérales. C'est le journal tel que l'aurait rêvé le roi Louis XVIII, tout simplement. C'est aussi le journal de l'élite, il faut le dire, qui donne la primauté à la littérature, et avec beaucoup de grands écrivains qui se précipitent au domaine des roches. Vous retrouvez là, c'est pour ça que Louise Bertin, notre compositrice, va être élevée dans un milieu extraordinairement favorable, au milieu de Lamartine, d'Alfred de Vigny, de Victor Hugo, qui est là comme chez lui, et qui trouve l'inspiration en composant des poèmes. C'est le tout jeune Victor Hugo encore, bien sûr. Les plus grands artistes sont également là, Berlioz, Liszt, Ingres. Vous comprenez pourquoi Ingres va faire ce célèbre portrait, bien sûr, de Bertin. Ce tableau qui est maintenant, on peut dire, un des plus célèbres du Louvre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors à la fin du règne de Charles X, les débats vont rentrer de nouveau, si on peut dire, dans l'opposition. Ils vont soutenir la cause des modérés. Alors, ils font semblant d'être fidèles au roi Charles X, mais la vérité, c'est qu'ils tapent fort. Bertin intervient dans un article intitulé « Malheureuse France, malheureux roi ». Il fait comme si le roi Charles X était l'objet et le jouet de puissance qui le dépasse. La vérité, on sait ce qu'il en est, mais Bertin va d'ailleurs être condamné à 6 mois de prison pour offense au roi. Il fait appel de la sentence, il se défend bec et ongle pendant son procès en insistant sur cette carrière qu'il a constamment mise au service de la monarchie. Mais pour Bertin et son journal, disons les choses, la page est tournée. On voit bien que la monarchie inspirée par l'absolutisme de l'Ancien Régime est à bout de souffle, et vous savez ce qu'il va en être, bien entendu. La chute de Charles X, c'est la révolution dite des Trois Glorieuses en 1830, et l'arrivée au pouvoir d'un roi tout à fait constitutionnel, celui-là, qui n'est même plus roi de France, mais qui est simplement roi des Français, Louis-Philippe Ier. Et à partir donc de cette révolution de 1830 et de l'installation de la monarchie de Juillet, monarchie constitutionnelle peut-être telle que l'avaient depuis longtemps imaginé les frères Bertin, le journal va connaître une espèce de gloire. Ça y est, ce à quoi il aspirait est arrivé. On parle même de l'institution de l'Europe à propos de ce journal qui s'appuie sur un très riche réseau de correspondants un peu partout dans les capitales européennes. Le journal est considéré un petit peu comme l'antichambre de l'Institut. Si vous écrivez bien dans le journal des débats, vous avez des chances un jour de siéger sous la coupole. Et évidemment, le grand patron reste Bertin. Vous allez me dire, et Chateaubriand dans tout ça, mais Chateaubriand n'a pas suivi la monarchie de Juillet, lui, vous savez. Ça ne l'empêche pas de rester ami avec Bertin et fidèle à Bertin, mais il ne soutient pas le nouveau régime, bien sûr. La presse va prendre un virage assez net quand Émile de Girardin va fonder en 1836 un autre quotidien qui lui s'appelle La Presse, le premier à avoir recours à la publicité, ce qui va permettre d'abaisser le tarif du numéro. Et donc on va toucher un nouveau public. On va aller chercher un public dans des classes qui n'ont pas besoin d'être fortunés pour lire le journal. Vous voyez, c'est incroyable l'aventure de la presse au 19e siècle. Émile de Girardin, bien sûr, c'est celui qui va populariser la notion de presse, mais ensuite vous aurez tous les grands quotidiens qui naîtront à la faveur de l'invention des machines rotatives. À une époque, il ne faut pas oublier que dans les années 70-80 du 19e siècle, vous avez des quotidiens qui se vendent à 1 million ou même plus d'1 million d'exemplaires. Extraordinaire.
Les débats, eux, sont un peu dépassés, là, il faut bien le dire. Ils n'ont pas changé de ligne. Ils vont s'orienter peu à peu ils vont devenir une sorte de revue de réflexion que seule une certaine élite s'arrache. Et Bertin l'Aîné va disparaître en 1841, juste à temps pour ne pas voir son journal devenir marginal. 1841, ça veut dire que, évidemment, il ne connaîtra pas les grands soubresauts de 1848, de 1851, etc. Il est mort avant tout ça, sous la monarchie de Juillet, au sommet de sa gloire, si je puis dire. Son journal, figurez-vous, va survivre jusqu'à la Libération. Oui, je dis bien jusqu'à la Libération du XXe siècle, puisque le dernier numéro du Journal des débats paraîtra le 19 août 1944.